suis très heureux de vous retrouver pour le dernier virage de cette émission. Je rappelle que nous sommes avec Ferdinand Haïté et Isidore Kouanou, tous du journal Alternative. On aborde le dernier sujet qui concerne la nouvelle tentative de débarquement de riz impropre à la consommation. Et cela se passe bien sûr au port autonome de Lomé. Mais tout d'abord, un bref retour sur la stratégie de l'opposition pour arrêter les dérives du pouvoir. Isidore, oui, la C14 peine à retrouver la stratégie pour mobiliser les populations. Je le disais tantôt, on ne peut pas dire aujourd'hui que les populations sont démobilisées. Les populations, bon, elles sont là, elles sont toujours mobilisées. Maintenant, il faut trouver la stratégie, la bonne stratégie pour pouvoir les galvaniser encore plus et mailler le territoire comme il le dit. Finalement, qu'est-ce qui caractérise la nouvelle phase et la dernière phase de la lutte? Parce que au sein de l'opposition, on dit qu'il faut conclure la lutte d'ici 2020. Donc, c'est le dernier étape. Oui, en 2019, on peut dire que le 2019, c'est l'année charnière avant de tomber dans 2020. Aujourd'hui, on parle de conclure la lutte et comment. C'est pourquoi, tout au début de l'année, on a annoncé un vaste mouvement que nous nous trouvons un peu, je sais pas, la C14 aujourd'hui avec ces meetings de remobilisation avant les manifestations du 26 janvier prochain compte mailler tout le territoire et amener les populations à adhérer à cette nouvelle phase de la lutte aujourd'hui pour pouvoir la conclure en 2020. Oui, justement, Ferdinand, c'est quoi cette nouvelle phase de la lutte qu'on parle tant? On parle de ça un peu partout. La nouvelle phase de la lutte, c'est quoi finalement cette nouvelle phase de... Et qu'est-ce qu'on nous propose? Je pense qu'on le disait tantôt, oui. il faut reprendre tout ça dans le calme, avec des méthodes réfléchies, éviter de verser dans les incantations sans suite ou des paroles belliqueuses alors que derrière il n'y a rien. Il faut s'organiser on venait de le dire, c'est pas sur la place publique qu'on vient dérouler les stratégies. C'est seulement au Togo que je vois des généraux qui veulent partir en guerre et déroulent leur plan d'attaque sur la place publique avant le jour J, alors que sur la place publique, l'adversaire a tous ces espions qui sont là. Et nous, on n'a pas une très grande expérience, mais on a été pendant longtemps militants, on a piloté des choses dans ce pays qu'on n'a jamais exposé sur la place publique. On a été, pour ceux qui se rappellent ou se souviennent, des responsables étudiantins, on a mené du grand mouvement à l'université de Lomé. Je ne me souviens pas qu'on a une fois rassemblé des étudiants sur la place publique pour leur décrire comment est-ce qu'on va encercler les amphis, comment est-ce qu'on va déloger les gens. Peut-être que c'est une nouvelle formule inspirée. Oui, mais si c'est ça la nouvelle phase, on n'ira nulle part parce que l'ennemi est déjà, ou l'adversaire est déjà en possession de votre plan d'attaque. Le jour J, vous n'aurez même pas fait un pas qui vous aurait étouffé. Donc je pense qu'au niveau de l'opposition, et c'est notre rôle de journaliste de porter la critique, parce que nous tous, nous voulons que le pays change. Je pense qu'au niveau de cette opposition-là, il faut s'enfermer, réfléchir, loin du silence. Dans ce genre de choses, seuls les responsables et quelques meneurs ont le plan en main. Et c'est eux qui sont chargés le jour J de diriger les foules ou les populations vers des objectifs précis. C'est pas sur la place publique qu'on met un tableau et qu'on décrit aux gens, voilà cette phase est finie, voilà la seconde phase, voilà la troisième phase et voilà comment on va opérer. C'est quoi cette stratégie de lutte? Moi, j'ai jamais vu ça nulle part. Peut-être que c'est le plan du dernier assaut. Maintenant, il faut rapidement que les écueils ou les petites contradictions qui empêchent la C14 de ressortir très tôt la tête de l'eau, il faut qu'on évacue ça. Parce qu'il y a des problèmes, les gens ne le disent pas ouvertement, mais il y a des petits soucis, il faut les régler. Et on l'a dit, on le répète, pour retourner rapidement au combat. Le peuple, la population est prête. Les Togolais ont cette particularité de ne croire qu'à leur leader. Les gens ne pensent pas qu'eux-mêmes peuvent régler le problème. Et ils peuvent régler personnellement ou sans chef le problème. À partir de ce moment, on a toutes les difficultés à nous en sortir. Il faut forcément que les mots d'ordre viennent des partis politiques ou de certaines organisations de la société civile. Donc, il faut retourner rapidement vers la population, leur porter un message clair et précis et leur présenter une organisation efficace pour reprendre la lutte parce que, visiblement, le temps n'est pas... Oui, comment le peuple peut se remobiliser
sans le temps donné par les leaders. Est-ce que c'est possible parce que parfois on donne l'exemple des gilets jaunes en France où on ne trouve pas de leaders en tant que tels? Mais est-ce que ça, c'est possible comme ça? Oui, Claver, c'est possible. Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est qu'au Togo, on n'a pas cette culture-là de se lever et quand il y a une situation se présente, quand il y a une situation on s'affirme par rapport à un parti politique? Non, mais les Togolais aujourd'hui attendent que c'est un leader politique ou bien c'est un leader de la société civile qui donne le ton. On a vu dans certains pays la population, bien le peuple se lève parce qu'il y a augmentation. Je crois que c'est au Soudan, la semaine dernière, on a augmenté le prix du pain. Tu as vu comment les choses sont... mais derrière toute organisation, tout mouvement, il y a toujours un plan caché, il y a toujours des leaders. Il faut qu'aujourd'hui, cette culture-là rentre dans le crâne des Togolais. Se lever promptement, c'est pas, on n'attend pas quelqu'un pour donner le ton. On n'attend pas donner le ton. Non, qui donne le ton, nécessairement. Vous allez voir que quand on attend qu'un leader donne le ton, là, la situation se refroidit et le régime, bien le pouvoir, a le temps nécessaire pour se réorganiser et puis étouffer ces manifestations. Mais ce qu'on déplore à chaque fois sur le plan politique, sur le plan social, etc. Merci, Isidore. Direction Port autonome de Lomé. Ferdinand, c'est quoi cette histoire de tentative de débarquement de riz impropre à la consommation? C'est quoi finalement cette histoire qui date depuis quelques jours? Oui, je pense que ça a été écrit dans l'alternative et dans d'autres journaux. L'information ne vient pas de nous, ça vient du ministre de l'Agriculture lui-même qui a sorti un communiqué pour interdire Océan Princesse, c'est le nom du navire, d'accoster au port autonome de Lomé. Et puis après, autour de ce navire-là qui a dans ses cales plus de 18 000 tonnes de riz, un navire qui a été refoulé en Guinée, il se passe tout un feuilleton bizarre, on ne comprend pas. Et vous savez que quand le ministre a interdit le navire d'accoster, les 21 marins qui étaient sur le navire ont été brièvement interpellés par la gendarmerie maritime. Leurs passeports ont été retirés. Je ne sais pas si à l'heure actuelle ces documents leur ont été remis. Mais toujours est-il qu'il y a un flou autour de cette cargaison de riz qui est commandée par la société Olam, dirigée par des Indiens. Quand on voit l'acte notarié de cette société Olam au Togo, jusqu'à un passé récent, on voit que le gérant c'est un Gupta. Et Mounish Gupta, et les Gupta, tout le monde sait qui sont au Togo. C'est eux qui sont au cœur des scandales un peu partout, depuis l'Australie. C'est le scandale des Gupta qui a fait tomber Jacob Zuma. Et ils sont au Togo, ils sont au cœur du pouvoir au Togo. C'est à eux qui appartient le 3 de février. C'est eux qui achètent nos phosphates à bas prix pour aller les vendre avec les Israéliens ailleurs. C'est eux qui prennent possession de nos terres un peu partout sur l'axe Lomé-Balimé. Ils ont pris les terres, ils font de l'extraction clandestine, même de l'or. Ils ont pris des terres à Néron, toute la zone marécageuse que vous voyez au niveau du péage. Ils ont pris des terres là-bas, je pense plusieurs centaines d'hectares pour faire la culture de crevettes selon leur dit. Ça n'a jamais été fait. Et donc ces mafieux-là sont au Togo. Et on se dit, le ministre de l'Agriculture ne peut pas interdire une cargaison de riz s'il n'avait pas des éléments probants pour le faire. Et si entre-temps on a même interpellé les marins qui sont sur ce navire, c'est qu'il y a un problème. Mais malgré tout ça, on essaie par tous les moyens de débarquer le riz. La dernière fois, le navire est reparti en rade. On a fait la fumigation du riz, ils ont mis des produits. Ils sont revenus. Il semble qu'il y a eu des tests. Le navire est reparti en rade. Et j'apprends que ce soir, le navire va revenir à 19h au port. Ce soir? Oui. Alors, au moment où nous tournons cette émission, on est le lundi, le navire va revenir. Et je ne comprends pas pourquoi on cherche par tous les moyens à déverser ce riz sur le marché. De toutes les façons, une fois qu'il y a un doute sur la qualité du riz, ce n'est pas la peine de décharger cette marché. Mais apparemment,
au sein du pouvoir, il y a des réseaux qui s'affrontent et des gens tiennent par tous les moyens à mettre ce riz-là. Donc, qui peut être derrière ces manœuvres? Qui peut être derrière? Parce que le ministre de l'Agriculture a sorti un communiqué et après, voilà, c'est des va-et-vient. Oui, on comprend aisément que c'est un réseau plus fort, peut-être plus fort que le ministre de l'Agriculture qui a interdit le débarquement de la cargaison au port autonome de Lomé. Et ce réseau, piloté par les Indiens, comme Ferdinand vient de le dire tout à l'heure, sont au Togo depuis on les connaît. Ils sont dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs, pillent les ressources du pays. Et ces réseaux se retrouvent également dans le régime, parce qu'on le connaît, on le dit, il y a des tables, des dessous de table, des barons de ce régime qui se retrouvent dans ces sociétés, pilotés par ces Indiens, et sont actionnaires dans ces sociétés pilotées par ces Indiens qui pillent nos ressources. Aujourd'hui, tantôt on dit qu'on a interdit, le bateau est parti en rade, tantôt le bateau revient, il revient. Bon. On veut coûte que coûte débarquer cette cargaison de riz au Togo. Et c'est ce qui est déplorable, ce qui est impropre à la consommation, ce qui peut nuire à la santé de la population. Quand on interdit, on interdit. Il n'y a pas encore une analyse qui atteste de négociation. Ce sont des doutes sur la qualité. Il n'y a pas encore une analyse qui atteste ça. Maintenant, Ferdinand, ce n'est pas la première fois qu'il y a ces gens, ce dossier-là. On se rappelle du riz, à l'époque, riz de Béguédou, on en parle. Non, mais vous savez que nos pays, la corruption, les collisions entre les dirigeants et les hommes d'affaires, les intérêts mafieux se croisent et du coup les frontières sautent. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est des produits qui ne sont pas propres à la consommation, mais on débarque parce que celui qui a le nom sur le produit, c'est quelqu'un qui est très fort dans le pays. Les douaniers ou même ceux qui sont chargés de faire des analyses se taisent, on fait rentrer ces produits-là. Et puis bon, on les met en circulation, les populations en consomment, les gens meurent à petits coups. Oui, mais justement, et on sait très bien qu'aujourd'hui, tout ce qui rentre dans ce pays rentre avec la complicité de certains dirigeants ou c'est certains qui les font rentrer. Je donne un exemple. Ce qu'on appelle communément les bandits, les pétards, les faits d'année. Vous avez constaté que chaque mois de décembre, le ministre de la Sécurité sort un communiqué pour dire oui, c'est interdit de faire rentrer aux enfants, tout ça, de lancer des pétards, mais les pétards rentrent par cargaison et ça passe par les frontières. Et quand vous voyez ceux qui commandent ces marchandises-là, c'est les femmes des barons et même parfois des officiers. Et donc, c'est un business et on voit bien que dans tous les domaines, c'est ce qui se passe. Je pense que notre pays a atteint un niveau où le système est totalement désagrégé et que tout ce qui rentre dans ce pays n'est pas... on ne peut pas avoir confiance à tous les produits qui rentrent. Surtout que nous n'avons pas de laboratoire d'analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des doutes sur un produit, des doutes d'un certain niveau, il faut aller en Côte d'Ivoire pour faire une analyse, pour certifier si nous avons une université. Nous avons une université qui forme les laboratoires. Mais il n'y a pas de laboratoire à l'université, vous le savez très bien. Et donc, je pense que... Il reste on n'a pas réellement les attributs de souveraineté comme un État doit l'avoir pour analyser tous les produits qui rentrent dans notre pays. Aujourd'hui, vous vous retrouvez sur le marché, dans les pharmacies. Dans toutes les pharmacies, vous avez des produits parfois qui ne sont pas conventionnels, qui sont dans nos pharmacies, parce qu'entre-temps, on a mouillé quelques douaniers, tout ça, où celui qui a fait la commande, il a un frère ministre ou quelque chose comme ça. Vous avez les produits alimentaires de même, vous avez même le boudet qui ne rentre pas à la mer, parce que les gens pensent que le carburant, qu'on appelle généralement le boudet, le carburant frelaté, une grande partie vient du sol. Non, ça vient de la mer. Quand les bateaux arrivent et qu'ils vident leur cargaison, le reste qui ne peuvent pas déverser en mer parce qu'il y a des conventions qui les pénalisent, le reste qui est sous le tank, ils les livrent à des réseaux et ceux qui vont en mer chercher ça sont organisés. Des gens partent par des petites vedettes à partir de Baguida, ils vont chercher ça. C'est des réseaux d'anciens gendarmes, d'anciens officiers ou couverts par d'autres officiers
et d'autres barons en activité qui vont rentrer ce pétrole-là. Et c'est lorsque vous aurez constaté que c'est lorsque les sociétés pétrolières sentent que le boudin est en train d'impacter sur leurs ventes, que eux, ils financent la gendarmerie et la police qui traquent le boudin. Et dès que ça se calme, bon, tout le monde reprend son business. C'est ça le Togo. C'est un pays de faut-il avoir peur de ce que nous consommons aujourd'hui au Togo? Ou bien consommons purement et simplement le local? Consommons purement et simplement. On doit avoir peur de ce qu'on consomme. Aujourd'hui, moi, je dis souvent que tu vas voir que souvent, ce sont ces produits-là importés et qui sont impropres à la consommation. Ces produits-là qu'on met sur les médias, dans des publicités. C'est pourquoi moi je dis aujourd'hui que la publicité tue. La publicité tue. Parce qu'on vante les mérites. On vante les mérites. La mérite de ce oui. On fait toute une campagne autour de ce produit-là. Le Togolais lambda va croire que voilà, c'est le meilleur produit, il va sur le marché, il le paie très cher encore en plus. Et il achète la mort sans le savoir. Et c'est des produits locaux, finalement. Oui, aujourd'hui, les gens, je continue de le dire, les gens n'arrivent pas à consommer les produits locaux. Je ne sais pas, parce que les gens disent que c'est plus cher que ce qui est oui, parce que le production devient très cher. Il faut que l'État s'organise, le gouvernement s'organise pour subventionner ces produits-là. Pour consommer le local, nous reviendrons certainement sur ce sujet. Ferdinand, en guide de conclusion, qu'est-ce qu'on doit attendre de nos gouvernants? Je pense que nous, on fera notre part. Et Monseigneur Bariga dit chacun doit faire sa part. Nous, on fera notre part de journalistes, alerter l'opinion, alerter les dirigeants, alerter l'ensemble de la classe politique, les acteurs. Par exemple, sur la question de l'alimentation, tout le monde sait que 90% des produits qui rentrent au Togo sont des produits vraiment douteux. Et donc, notre rôle en tant que journaliste, c'est des questions de santé publique, c'est d'alerter l'opinion, c'est d'éduquer les gens, c'est d'informer les gens pour que les gens puissent faire le tri lorsqu'ils vont pour acheter ces produits. Maintenant, il revient à l'État de mettre les barrières, les dispositifs et les règlements pour pouvoir contrôler. Voilà, Ferdinand, ce rôle d'alerte, c'est ce que nous faisons ici à travers cette émission également. Isidore, qu'est-ce qu'on peut lire dans l'alternative de cette semaine? Oui, cette semaine, je crois que demain, le journal va apparaître, va être dans les kiosques. Nous allons parler de... C'est-à-dire demain mardi, aujourd'hui nous tournons, ce lundi nous tournons l'émission. Oui, demain nous allons parler effectivement des dérives du pouvoir dans cette période post-législative. Nous allons encore reprendre cette affaire de riz dans le journal et d'autres sujets. Il y a l'initiative prise par l'association, le mouvement citoyen Mbeke aussi. Oui, avec don de sang, parce qu'on sait qu'aujourd'hui qu'à la CNTS, il y a un manque de poches de sang. Donc la CNTS a lancé une alerte. Donc le mouvement Mbeke, comme il essaie de le faire chaque année, c'est la 3e édition, organise encore cette campagne de don de sang. Je crois que cette initiative citoyenne est à saluer. Nous étions avec Ferdinand Haïté, il est le patron du journal L'Alternative. Isidore Kouonou, il est le rédacteur en chef de cet organe. Je veux parler du journal L'Alternative. Fin de cette émission, toute histoire a une fin et toute fin annonce un nouveau départ qu'il faut savoir prendre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et prenez soin de vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'autre journal. À très bientôt.